mots sur l'Institut de la Maréchalerie, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, et puis je ne sais pas si tout le monde est au courant. L'Institut de la Maréchalerie, c'est un outil qui est mis à la disposition du métier par les compagnons. Et c'est un outil qui doit travailler sur la formation, la rencontre, la recherche, la mémoire, et surtout le devenir du métier. Alors je vais vous présenter un diaporama qui porte donc sur les contraintes qui sont liées avec les disciplines que sont le CSO, le dressage et l'endurance, donc les contraintes qui sont exercées sur les membres du cheval, et on va se focaliser plutôt sur la main du cheval. Donc quand on parle de la main, on part du carpe, donc du genou, jusqu'au pied. On est sur cette partie-là. Donc l'os du canon étant le métacarpien, et les trois phalanges sous le boulet, comme chez nous. Alors avant de commencer, il est important qu'on définisse le métier de maréchal ferrant. Parce que trop souvent dans les bouquins qu'on peut être amené à lire, on dit c'est l'art de forger des fers et de les appliquer sur les chevaux. C'est pas ça le métier de maréchal ferrant aujourd'hui. Aujourd'hui, le maréchal, c'est celui qui participe au bon entretien de l'appareil locomoteur du cheval par un travail approprié sur la boîte cordée. Chaque mot a son importance. Participe, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Il fait partie d'une équipe, alors qu'elle soit concrète ou virtuelle, peu importe, mais autour de la locomotion du cheval viennent travailler avec lui d'abord le cavalier, ou tous, le vétérinaire, l'ostéopathe, on pourrait même rajouter le kinésithérapeute, le physiothérapeute, et bien sûr le maréchal. Sur l'appareil locomoteur, ça veut dire qu'on travaille bien sûr sur les pieds des chevaux, mais on ne fait pas 4 pieds, mais bien un cheval. Et dans notre maréchalerie, on doit prendre en considération le gabarit général du cheval, sa morphologie, sa conformation, et la manière dont il se déplace. Et par un travail approprié, ça veut dire qu'il n'y a pas que le ferrage qui est destiné à entretenir l'appareil locomoteur. Ça peut très bien être l'entretien des chevaux qui sont pieds nus, l'entretien des chevaux qui sont ferrés avec des fers cloués, collés, ou munis, s'il n'y a pas trop de défauts d'aplomb, d'orthèses comme les hyposandales, les plaques thermoformables, etc. Et donc sur la boîte cordée, parce qu'on travaille sur le pied du cheval. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on fait un cheval? Eh bien, on fait ni plus ni moins ce que vous essayez de faire quand vous montez à cheval, c'est-à-dire de rechercher l'équilibre. On essaye de trouver l'équilibre sur l'ensemble des faces articulaires et l'ensemble des tensions ligamentaires. La masse du cheval va tomber sur le membre et tout ça va occasionner donc des forces de pression sur tous les os et des tensions sur les ligaments ainsi que sur les tendons. Notre objectif, c'est d'essayer d'équilibrer tout ça. Alors ça serait simple si tous les chevaux étaient idéalement formés, mais malheureusement, il y a les chevaux comme ça, on les voit sur les statues, ils sont en bronze ou en étain, mais les chevaux dans la vraie vie, ils ont tous un petit quelque chose, un défaut d'aplomb, une défectuosité, une orientation mal foutue. Et donc il faut qu'on arrive à composer avec ça, et tout ça en fonction de leur discipline et des contraintes qu'elles imposent. Alors on va partir de l'anatomie pour aller jusqu'à ce qui nous concerne, les disciplines. On commence par les articulations. Déjà, une articulation, c'est quoi? Un petit rappel de biologie. L'articulation, c'est l'union d'au moins deux os qui vont être assemblés par des ligaments. Les ligaments sont des tissus fibreux, quasiment inextensibles, qui vont donc maintenir les os entre eux. Et tout ça, ça va être... les faces des os qui vont être en contact l'une de l'autre vont être protégées par ce qu'on appelle un cartilage articulaire, et tout ça va être lubrifié par de la synovie. L'articulation du paturon, ou interphalangienne proximale, elle est quasiment fixe. Il y a juste quelques degrés de flexion et d'extension qui sont autorisés, mais elle ne doit quasiment pas bouger. D'ailleurs, vous voyez rarement un paturon qui se plie en deux quand le boulet descend. Et l'articulation du pied, ou interphalangienne distale, elle est composée de trois os, l'os de la couronne, ou la phalange moyenne, et notre fameuse troisième phalange, ou l'os du pied, ou la phalange distale. Je vous donne tous les termes, parce que vous serez certainement amené à les rencontrer, donc il faut que vous commencez à vous familiariser avec. Et l'os naviculaire, qui lui va servir, tout comme les sésamoïdes au niveau du boulet,
D'ailleurs, ils s'appellent sésamoïdes distales en anatomie. Ils vont servir tous les trois de poulie de renvoi au tendon fléchisseur. On y reviendra un peu plus tard. Il sert aussi à agrandir la surface articulaire de la troisième phalange pour pouvoir soutenir la deuxième. Et il va servir également de stabilisateur. C'est bien ça. Il va également servir de stabilisateur dans les mouvements plus ou moins latéromédiaux ou aussi quand le cheval marche sur du terrain varié. Il peut avoir par exemple un quart du pied qui tient sur une pierre et l'autre quart, le reste qui bascule de la pierre, quoi, comme en course d'endurance. Le tout est maintenu par des ligaments. Alors les ligaments, ils sont positionnés sur les articulations de manière stratégique et surtout pour ne pas gêner déjà le mouvement qui est permis par l'articulation, mais aussi pour empêcher le mouvement qui n'est pas permis par l'articulation. D'accord ? Donc là, encore une fois, on a des ligaments qui sont situés de chaque côté des articulations pour permettre la flexion et l'extension. Si on s'attarde 5 minutes sur l'articulation du pâturon, vous voyez qu'elle est complètement enveloppée par un système ligamentaire assez dense qui doivent, à eux tous, vraiment maintenir cette articulation fixe, en tout cas le plus possible, pendant les mouvements que va imposer le boulet, pendant les phases où le pied va être au sol. Derrière, on trouve des ligaments qui vont plus servir à la dynamique plutôt que d'unir vraiment deux os. Ces ligaments-là, tout comme les fléchisseurs qu'on verra un peu après, vont emmagasiner de l'énergie pendant la descente du boulet et vont la restituer pendant la phase où le pied va commencer à décoller du sol. On a un gros ligament qui est intéressant, qu'on appelle le ligament intersésamoïdien, qui se trouve ici, là, et qui va envelopper les deux grands sésamoïdes. Ce ligament-là, avec les deux grands sésamoïdes, va servir de gouttière de coulissement aux fléchisseurs et un peu de guide-bande pour les empêcher de ripper d'un côté et de l'autre. Et par-dessous, on a encore d'autres ligaments qui viennent sertir le tout, qu'on appelle la gaine digitale, qu'on n'a pas ici en photo. Le petit naviculaire qu'on a en bas, vous voyez qu'il est enveloppé aussi dans un ligament, enfin il n'est pas enveloppé, il est maintenu à l'articulation par un ligament ici en dessous, et par deux ligaments qui arrivent de chaque côté et qui s'unissent tous les deux sur l'ensemble de l'arête aussi ici du naviculaire. Et qui vont servir un peu comme le suspenseur du boulet à soutenir le naviculaire pendant la phase de propulsion essentiellement. Donc pendant la phase où les talons ne vont pas tarder à décoller du sol. Alors le cheval, il peut quand même tourner. Il n'est pas fait que pour aller en ligne droite. Mais dans la nature, sur un pied déferré, la capsule, enfin la boîte cornée, le sabot, a la possibilité de se déformer. Alors vous savez tous que les talons s'ouvrent pour amortir la masse, et ils ne font pas que s'ouvrir, ils peuvent également remonter ou descendre, se déformer verticalement pour épouser les aspérités du sol ou pour justement pouvoir aborder une courbe sans que l'articulation à l'intérieur de la boîte cornée ne soit trop compressée ou tiraillée au niveau de ses ligaments. Donc on a vraiment une déformation de la capsule cornée qui est importante. Bien sûr, tout ça, une fois que c'est ferré, ça ne bouge plus. Enfin, en tout cas, dans les mouvements verticaux. Ça ne bouge plus ou presque, selon ce qu'on met sous le pied. Mais sur un fer classique, ou même des aluminiums, ça bouge quand même pas beaucoup. Alors si ça ne bouge pas, la courbe elle se fait quand même, le cheval il faut qu'il tourne. Donc c'est l'ensemble du sabot, enfin l'ensemble du membre, pardon, en partant sur le côté, qui va comprimer, alors je vais vous montrer. Si vous prenez un membre ici, quand on veut le faire tourner, ce membre, il va y avoir une légère rotation qui va être permise par les articulations. Mais cette rotation, elle n'est pas prévue pour tourner, elle est juste permise par le jeu de l'articulation. Donc ça va jouer pour la courbe, mais il va y avoir surtout une compression articulaire du côté où le pied va tourner et une tension ligamentaire de l'autre côté. Alors, dans la maréchalerie, on va essayer de faire en sorte de minimiser ces contraintes articulaires et tensions ligamentaires en essayant de limiter les bras de levier qui sont imposés par le pied.
Alors dans les disciplines, ça ne manque pas les courbes en plus. Hein. En endurance, moins. On est sur la ligne droite, mais encore une fois, comme le cheval est en terrain varié, il peut marcher sur des pierres, il peut faire la... Enfin, si on fait une course à Florac ou à Compiègne, on n'est quand même pas sur le même type de sol, mais on est toujours sur des sols plus ou moins accidentés. Donc forcément, le pied va être constamment en mobilité et les articulations peuvent prendre assez cher. En dressage, des courbes, il y en a beaucoup, et puis en saut d'obstacle, il y en a également beaucoup. Donc ce qu'on impose au cheval peut amener beaucoup de pathologies, et à nous, maréchaux ferrants, d'essayer de minimiser ces contraintes. Pour vous rendre compte, regardez bien le mouvement des membres. Je vous la repasse. Essayez de visualiser la descente du boulet sur l'antérieur droit et la trajectoire du membre sur l'antérieur gauche. Vous voyez que sur l'antérieur droit, le boulet descend très fort sur l'externe, et du coup, toutes les rotations, toutes les articulations sont à ce moment-là en rotation, et la courbe plus l'inertie impose à l'antérieur gauche de venir taper dans le boulet de l'antérieur droit. Vous l'avez tous vu? Alors, on peut minimiser tout ça en travaillant sur les bras de levier. Si on prend un fer classique, ferré plat, on va avoir le bras de levier qui va commencer à l'extrémité portante du fer et qui va être à la jonction du centre des phalanges. Si on amène ces bras de levier en dessous le pied, forcément, on diminue les contraintes articulaires et les tensions ligamentaires. Selon les chevaux, on va avoir besoin de plus ou moins de biseau. Alors biseau, c'est en chanfreine. Alors il y a différentes possibilités à ça. Hein. Il y a tout un panel dont je vous présente quelques exemples sur la diapo d'après, mais on peut rajouter à ça l'imaginaire de chaque maréchal, et on a une multitude de possibilités qui s'offrent à nous. Un bon test pour connaître déjà s'il y a douleur, mais surtout s'il y a souplesse des articulations, c'est le test de la planche fait de côté, de manière à savoir quel genre de biseau on va pouvoir amener au cheval. Alors ça, je ne vous dis pas qu'il faut le faire à chaque cheval, mais quand il y a un doute, ça peut être intéressant. Voilà, donc du plus doux au plus sévère. Là, on commence par une ferrure en haut à droite, non, en haut à gauche, pardon, avec un simple biseau, mais une ferrure plate. Et puis, on peut aller de plus en plus sévère, c'est pas le terme exact, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais on peut réduire de plus en plus les bras de levier, avec à côté de lui un fer qui va augmenter la pénétration du fer dans le sol. En dessous, le full rolling, et puis en dernier, l'équiplus, ou le spring top, c'est à peu près les mêmes fers, qui vont vraiment ramener tous les bras de levier au centre du pied. Et à ce moment-là, le cheval, étant donné qu'il n'y a plus rien qui vient gêner le départ en latéromotion, donc en bas de côté, quoi, et les articulations restent quasiment à leur place pendant les mouvements de côté. Alors je vous présente Swampy. Alors il est beaucoup plus joli que ça à l'origine, mais comme je ne suis pas un bon photographe, j'ai pas réussi à le mettre correctement en valeur. Et Swampy, il vient exprès pour contredire un peu tout ce que je viens de vous dire, et c'est un peu voulu. C'est pour vous rappeler qu'en fer, un cheval et pas 4 pieds. Alors regardez-le bien, il a une arrière-main assez puissante, qui propulse très fort, et il a une avant-main assez petite. Il a une épaule qui n'est pas très longue, il a un poitrail très étroit monté sur les longues jambes. Il est un peu comme un bateau qui a été construit pour chavirer, quoi. Donc lui, les mouvements latéraux-médiaux, pour lui, c'était facile. Et moi, en essayant d'améliorer son confort, je lui mettais du biseau pour justement occasionner aucune contrainte sur ses articulations pendant les appuyés, ou c'est un cheval de dressage. Sauf qu'il manquait un petit détail qui le rend vraiment performant. Et ce détail, c'était le biseau que je mettais sur le fer. On lui a tout enlevé, on lui a mis une ferrure plate, voire même plutôt couverte. Et du coup, il retrouve la stabilité qui compense son défaut de conformation, qui est son avant-main. Donc les chevaux, il faut impérativement les regarder, et il faut impérativement faire jouer cette équipe, cavalier, veto, maréchal, ostéo.
autant qu'on peut, même si c'est pas si simple sur le terrain. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse.